Boris Johnson acculé après avoir été trahi par une vingtaine de députés conservateurs. Le Parlement britannique a voté contre la tenue d'élections le 15 octobre et réclame un report de la date fatidique du Brexit. Alors que la campagne des municipales démarre sur les chapeaux de roue dans la capitale, la situation pour les automobilistes est toujours aussi compliquée. Travaux, aménagements prétendument écologiques, les désagréments ne manquent pas. L'Afrique du Sud en proie à de graves violences interethniques. Depuis le début de la semaine, 5 personnes auraient trouvé la mort dans 2 grandes villes du pays. Des signaux toujours plus inquiétants dans un pays qui n'en finit plus de décliner depuis bientôt 3 décennies. Madame, Monsieur, bonsoir. Les rebondissements s'enchaînent en Grande-Bretagne. Après la défection d'une vingtaine de conservateurs, le Parlement a rejeté mercredi la proposition d'élection le 15 octobre prochain. Les députés veulent contraindre Boris Johnson à réclamer un nouveau report du Brexit. Élise Blaise. Pas de no deal, pas d'élection et plus de frères dans le gouvernement. Les mauvaises nouvelles n'arrêtent plus de tomber pour Boris Johnson. Ce jeudi matin, le coup dur venait de sa propre famille avec la démission du gouvernement et de son siège de député de Joe Johnson, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et frère du Premier ministre. L'homme déclare être tiraillé entre la loyauté familiale et l'intérêt national. En effet, alors que le Premier ministre a toujours revendiqué sa volonté de mener le Brexit à bien coûte que coûte, conformément à la volonté des Britanniques exprimée il y a plus de 3 ans, Joe Johnson plaide quant à lui pour un nouveau référendum sur le Brexit. Quoi qu'il en soit, il apparaît que le moment pouvait difficilement être plus mal choisi pour Boris Johnson. Ainsi, à peine 6 semaines après son arrivée au 10 Downing Street, l'ancien maire de Londres est dans une situation de plus en plus compliquée. Mercredi, les députés britanniques ont décidé de contraindre le Premier ministre à réclamer un report de la date butoir pour le Brexit du 31 octobre au 31 janvier 2020. En une semaine, c'est un véritable retournement de situation qui s'est déroulé. En effet, Boris Johnson abordait les prochaines rencontres avec les instances européennes en position de force. Élu haut la main par les conservateurs, il pensait avoir les coudées franches pour bomber le torse, de quoi même espérer un fléchissement de Bruxelles, comme les déclarations d'Angela Merkel le laissaient entendre. Mais patatras, le Parlement britannique en a décidé autrement. Avec le départ des 21 Tories et la perte de la majorité, Boris Johnson a vu sa position de force vaciller. En effet, la poigne du Premier ministre avait montré à Bruxelles qu'il était prêt à aller au bout de ses promesses en conduisant un Brexit sans accord s'il y était contraint. De son côté, l'Union européenne craignait qu'en cas de no deal, Londres refuse ensuite de s'acquitter des 40 milliards qu'elle s'est engagée à régler pour solder ses comptes. D'autant plus que Boris Johnson a déjà émis cette hypothèse. À ce moment, les eurocrates avaient donc tout intérêt à trouver un consensus. Mais à présent, les déchirures entre les brexiteurs et les européistes sont béantes, aussi bien dans l'appareil politique britannique en général que chez les conservateurs. Mais une autre fracture devient de plus en plus visible, c'est celle qui sépare désormais les électeurs de leurs représentants politiques. En effet, les manœuvres des parlementaires semblent clairement oublier la volonté des Britanniques de sortir de l'UE. Dans ce cadre, le champ des possibles est particulièrement large. Boris Johnson, lui, a tout intérêt à espérer que des élections puissent finalement se tenir le 15 octobre. En effet, le président du Brexit Party, Nigel Farage, a déjà annoncé qu'il ne présenterait pas de candidat face aux conservateurs pro-Brexit. De quoi laisser espérer un possible succès pour Boris Johnson, une éventualité qui explique l'opposition du Parlement face à la tenue d'élections anticipées. À Paris, à vélo, on ne déplace plus les autos depuis l'arrivée d'Anne Hidalgo à la tête de la capitale. Ces mesures prétendument écologiques n'ont eu de cesse de pourrir la vie des automobilistes. Une ville chantier qui rend la situation sur la route de plus en plus explosive. Un reportage de Géraud Dufayet. Paris. Selon une étude récente, Paris est la ville la plus embouteillée d'Europe. En 2018, l'automobiliste parisien a perdu près de 150 heures bloqué dans les embouteillages. Si la circulation à Paris a toujours été un problème, la situation semble avoir empiré à grande vitesse depuis que le maire de Paris, Anne Hidalgo, a lancé son plan de réaménagement de la ville. Grands axes et périphériques congestionnés et surchargés, transports en commun saturés, chantiers interminables se multipliant à travers toute la ville. De compliqué, la circulation à Paris est devenue un véritable enfer. Un changement dans la circulation, ah oui, c'est un peu plus difficile qu'avant, voire beaucoup plus difficile qu'avant, quoi. Ouais. Même un vendredi de l'Ascension, 4G Map d'Enfer Rochereau, 1h30 en voiture, quoi. En plein après-midi, un vendredi d'un week-end férié, d'un week-end prolongé, quoi.
que donc j'étudie au Louvre, là dans le 1er arrondissement, et c'est vrai que maintenant les quais sont tellement embouteillés que c'est un enfer. Enfin, je vais plus vite à pied, et quand je marche à côté de mon bus, je le rattrape. Il n'y a plus aucun Parisien qui peut supporter Hidalgo, ça. Réellement, elle nous gâche la vie. Il y a eu un vrai changement il y a 2 ans. Et puis tout ça pourquoi finalement? Parce qu'en termes d'écologie, est-ce qu'on s'y retrouve avec tous ces embouteillages? Les chantiers pullulent à travers toute la capitale. Leur nombre s'élève actuellement à 7000. Embouteillages, poussière, nuisances sonores, taxis et bus au ralenti, trottoirs impraticables. Voici le quotidien des automobilistes et des riverains depuis déjà de longs mois. La mairie se défend en expliquant que seuls 643 chantiers sont générés par la ville de Paris. Je crois que quand on aime sa ville, il faut s'en occuper, il faut être dans l'opérationnel, il faut qu'un maire et son équipe s'occupent profondément de sa ville et assument la coordination des travaux. J'étais profondément choqué que Mme Hidalgo et son premier adjoint assument de dire « c'est pas notre rôle de coordonner les travaux, mais qui d'autre va s'en occuper ?» Un maire doit s'occuper d'abord du quotidien et de la gestion de notre voirie. Il faut apaiser notre espace public et il faut lutter contre ces formes de désorganisation qui posent de lourds problèmes de tranquillité. C'est vrai que moi je suis pour faire les travaux, pour les aménagements, mais que ça soit vraiment peut-être à mon avis bien étudié parce qu'il y a une conséquence terrible sur les gens qui habitent Paris. Moi je suis commerçant et j'habite aussi à Paris. Les conséquences qu'on a subies, c'est que même sur notre activité, elle a vraiment bien baissé et les gens ils sont devenus vraiment stressés. Grande mesure phare lancée par Anne Hidalgo, le rétrécissement des voies et la fermeture des voies sur berge. Si ces dernières font le bonheur de quelques coureurs du dimanche, elles paraissent bien vides tandis que les autres voies sont de plus en plus bouchées. Le périphérique est de plus en plus engorgé. Pourquoi? Parce que justement c'est engorgé dans le centre de Paris, en particulier du fait de la fermeture de la voie express rive droite. Donc l'engorgement qu'elle a créé, comment elle le traite, non pas par le fait de supprimer la cause de l'engorgement initial, mais par le fait de créer une couche supplémentaire de contraintes. C'est la dérive classique des systèmes autoritaires et dogmatiques. On peut parler aussi des autoroutes pour vélo. Ce qu'elle appelle sa fameuse autoroute pour vélo, là, donc qui prend toute la rue Rivoli. Ça fait 6 mois, quelque chose comme ça, que la rue de Rivoli est en travaux et personne ne circule. Il y a des embouteillages tout le temps et pourtant il n'y a pas un vélo sur les voies de vélo. Par souci d'écologie selon elle, Anne Hidalgo, par ses différentes mesures, cherche à pénaliser les automobilistes, les poussant ainsi à ne plus utiliser leur voiture. Une méthode dont beaucoup remettent en question l'efficacité. De plus, si la pollution a quelque peu diminué à certains endroits, elle a presque doublé dans d'autres. À titre d'exemple, les émissions de pollution et de particules fines ont augmenté de 50% dans le centre de Paris. Mais la pollution est accentuée par les mesures qui sont prises par la mairie, puisque un véhicule qui n'arrête pas de démarrer, d'arrêter, on passe des rapports de vitesse beaucoup plus importants, donc pollue beaucoup plus, aussi bien en particules que pour la consommation d'hydrocarbures. Deuxièmement, il y a toutes sortes de facteurs, toutes sortes de dégradations qui vont autour de cette congestion et qui font que la pollution justement augmente. À la veille des élections municipales, la bataille sera rude. Les différents candidats à la mairie de Paris devront faire force de propositions pour lutter autrement contre la pollution et convaincre les Parisiens. En matière de circulation et de déplacement, je crois qu'il faut avoir une vision métropolitaine à l'échelle du Grand Paris. C'est la raison pour laquelle je propose la mise en place de parkings relais gratuits et sécurisés aux grandes intersections routières et autoroutières de l'Île-de-France pour permettre à de nombreux franciliens de pouvoir laisser leur voiture et finir leur trajet en transport en commun afin de décongestionner Paris de la voiture, mais en ayant une solution. Alors qu'aujourd'hui, on ne leur propose pas de solution alternative. Il faut renforcer nos transports en commun, et notamment l'accessibilité des transports en commun, la sécurité de nos transports en commun, et il faut développer les nouveaux projets comme le Grand Paris Express. Alors la solution, c'est de reprendre le problème à la base. Dans les années 60 à Paris, il y avait des projets de radiales et de tunnels souterrains qui ont été abandonnés parce que à l'époque l'État a préféré développer le périphérique. Mais le périphérique aujourd'hui est saturé, il faut à la fois le conserver et en même temps développer les radiales qu'on avait prévues dans les années 60 avec les nouveaux tunneliers qui sont beaucoup plus puissants et performants qu'à l'époque. Donc il faut créer un grand tunnel qui irait du Trocadéro à Morlan pour prendre toute la circulation est-ouest et qui permettrait justement de décongestionner complètement le centre. Et à partir de ça, on pourrait créer une vraie zone piétonne quand on aura véritablement fait baisser le trafic automobile. La méthode et l'exécution n'ont pas été à la hauteur. Et en particulier, on est sur des sujets où il faut perfectionner. Le suivi, la mise en œuvre est basé sur des faits, des prédictions.
on a le devoir d'aller davantage vers une gestion rationalisée dans laquelle les données, dans laquelle les simulations qui prennent en compte les flux de voitures, les échanges d'énergie, d'air, de température, de pollution, tout ça soit pris en compte et qu'on puisse prendre les décisions en connaissance de cause. On a du mal à voir comment cet énorme chantier qu'est devenu Paris pourra se terminer. Et si les différents candidats aux municipales auront des arguments pour dénoncer les obsessions d'Anne Hidalgo, ils garderont sans doute à l'esprit que les principales victimes de ce trafic infernal sont avant tout ceux qui viennent de banlieue. Mais eux ne seront pas invités à se prononcer pour élire le prochain maire de Paris. Depuis plusieurs jours, des vidéos de scènes de violence en Afrique du Sud font le tour de la toile. Pretoria et Johannesburg sont en effet en proie à des violences à caractère raciste sur fond de déclin économique. Olivier Frère-Jacques. 5 morts, près de 200 arrestations. Les images de violences à caractère ethnique en Afrique du Sud font le tour du net et reflètent le climat de tension que connaît le pays depuis plusieurs jours. La capitale Pretoria ainsi que la ville de Johannesburg, toutes deux situées dans la province de Gauteng au nord-est du pays, ont ainsi fait l'objet de vagues de violences touchant notamment des commerces réputés comme appartenant à des étrangers. Ainsi, les ressortissants du Zimbabwe, du Congo et du Zambie sont pris pour cible car accusés de voler le travail des chauffeurs routiers locaux, quand les commerçants, venus notamment du Bangladesh, font aussi l'objet d'attaques. Et si les chiffres des récentes violences sont difficilement vérifiables, les victimes seraient majoritairement sud-africaines selon les autorités publiques. Les scènes de violence ont démarré dimanche après qu'un incendie inexpliqué a fait 3 morts dans le centre de Johannesburg. D'abord resté cloîtré dans un silence révélateur, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fini par condamner ces incidents. And there's just no justification whatsoever for people who have a sense that their jobs are being taken by people from foreign lands to attack them, to destroy properties and actually to kill them. This must be stopped. Une condamnation tardive qui apparaît surtout comme une volonté de dégonfler la polémique internationale, née des réseaux sociaux à partir de vidéos abominables mettant en scène des individus en train de brûler dans des rues de ville. Une polémique qui a provoqué des réactions au sein d'autres États africains dont les ressortissants sont des cibles. Ainsi, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a fait part de son inquiétude, tout comme le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Ces violences n'ont cependant rien de bien nouveau. En 2015 déjà, 7 commerçants étrangers avaient été tués au cours de pillages de commerce, quand en 2008, plus de 60 personnes avaient trouvé la mort dans d'autres émeutes interethniques. À ces violences entre ethnies africaines s'ajoutent les meurtres non moins réguliers mais peu médiatisés de fermiers blancs. Le désastre sud-africain qui a succédé à la période de l'apartheid ne semble ainsi en être encore qu'à ses prémices. Des perspectives que le spécialiste de l'Afrique du Sud Bernard Lugan évoquait il y a 11 ans déjà, à la veille de la Coupe du Monde dans le pays. Des prévisions qui paraissent aujourd'hui tristement prophétiques. Effectivement, l'Afrique du Sud est un pays qui est à l'heure actuelle est en phase de perdition. Le mondial est une sorte d'entracte qui va pendant 4 ou 5 semaines mettre une sorte d'éteignoir sur des fissures profondes. Elle va très mal au point de vue racial, car il y a opposition entre les Noirs et les Blancs et les Métis. Il y a une opposition ethnique entre les Zoulous, les Xhosa et les Soto. Il y a une opposition sociale entre les Nantis noirs qui constituent une toute petite minorité et la masse qui crève de faim ou qui est au chômage. Il y a des problèmes de criminalité considérables. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Floriane Janin. La réforme des retraites sur la table d'Édouard Philippe. Après 18 mois de concertation et la remise du rapport de Jean-Paul Delevoye, le 18 juillet dernier, le Premier ministre reçoit pendant 2 jours les fameux partenaires sociaux à Matignon. Et les discussions s'axent autour du rapport qui préconise un futur système universel par points, remplaçant les 42 régimes existants et un âge de départ de 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Alors pourquoi faut-il changer le système des retraites selon vous actuellement ? Pour qu'il y ait plus d'égalité, tout simplement. Je pense que c'est surtout pour l'économie en France et pour les personnes aussi, pour leur vie quotidienne. Et je pense que c'est une bonne chose. Pour arriver à trouver quelque chose de plus homogène et
et qui correspondent plus à la réalité. Alors moi je suis retraitée actuellement et non, moi je suis vraiment pour une égalité des retraites, enfin la façon de cotiser, je vous dis, et d'obtenir ses droits. Je trouve que c'est selon le mérite de ce qu'on fait. Je pense que s'il y a des métiers qui sont plus rémunérés que d'autres, ça veut dire que les personnes travaillent plus ou c'est normal. C'est tout à fait normal que ce soit comme ça. Ouais, c'est pas normal, c'est le poids de l'histoire et c'est un peu scandaleux. Et ils sont accrochés à l'acquis, mais si on veut penser aux générations suivantes, il faut bien les remettre à plat. Et puis des acquis pour des choses qui datent de l'après-guerre, aujourd'hui économiquement ça n'a pas de sens. Monsieur Macron travaille, il fait beaucoup de choses et on est très content de ce qu'il fait. Normalement avec tous ces énarques, ils voient bien ce qui va se passer pour les générations suivantes, mais ils n'en parlent pas. Ils veulent être élus pour la prochaine fois, quoi. C'est les politiques qui sont accrochés à leurs avantages, ceux-là. Le projet de loi est attendu mi-2020, probablement après les élections municipales, et plusieurs mobilisations sociales sont prévues pour le 21 et le 24 septembre. Lilian Thuram joue au professeur d'antiracisme. L'ancien joueur de l'équipe de France et champion du monde 98 a donné une longue interview au journal sportif italien le Corriere dello Sport. Interrogé par les présumés cris racistes dont aurait été victime l'attaquant de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, Lilian Thuram a affirmé qu'il n'y avait pas de racisme dans le football, mais que le racisme anti-noir était présent dans la culture italienne et française. La saga Moix se poursuivra devant les tribunaux. Mardi, l'avocat de Yann Moix a indiqué que son client allait attaquer sa famille. Depuis 2 semaines, l'écrivain va de polémique en polémique. Il a notamment vu ses caricatures controversées être exposées au grand jour. Et son dernier ouvrage, Orléans, lui a valu d'être accusé d'avoir endossé le rôle de la victime alors qu'il serait le coupable. Yann Moix raconte en effet les brimades et les violences qu'il aurait subies dans son enfance, sauf qu'à en croire son frère Alexandre, il était en réalité le tortionnaire. Balance ton port de la majorité présidentielle. Le député de Haute-Garonne, Pierre Gabaret, est accusé par Lucie Schmitz, son actuelle suppléante et ex-collaborateur parlementaire, de harcèlement sexuel et moral. La plaignante licenciée par le député aurait également porté plainte pour agression sexuelle. Un assistant parlementaire licencié depuis aurait été témoin des faits. Le mis en cause, qui par ailleurs est également vice-président de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée, envisage de porter plainte contre toute personne qui portera atteinte à son intégrité. L'Italie se dote d'un nouveau gouvernement. Après un mois de crise politique, le mouvement 5 étoiles et les sociodémocrates ont présenté la composition de la nouvelle équipe dirigeante mercredi au président Sergio Mattarella. 7 femmes et 14 hommes composent le nouveau gouvernement. Le chef du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, devient le nouveau ministre des Affaires étrangères et le ministère de l'économie et des finances revient à l'eurodéputé du Parti démocrate, Roberto Gualtieri. L'ancien préfet de Milan, Luciana Lamborghese, sans étiquette politique, va également succéder à Matteo Salvini au poste de ministre de l'Intérieur. Les États-Unis auront bien eu raison de l'accord sur le nucléaire iranien. Moins d'1 an et demi après le retrait de Washington de l'accord international sur l'armement nucléaire perse, le président Rouhani a présenté la 3e phase du plan de réduction des engagements iraniens en matière nucléaire. Donald Trump, farouche allié d'Israël, a tout fait pour dissuader les pays occidentaux de reprendre leurs relations commerciales avec l'Iran et semble donc être arrivé à ses fins. Emmanuel Macron, qui avait tenté de jouer le rôle d'intermédiaire entre Téhéran et Washington, devrait à présent redoubler d'efforts pour tenter de relancer le dialogue. Le coq Maurice obtient un gain de cause. Ce jeudi, le volatile a été relaxé par la justice dans une affaire qui opposait ses propriétaires à des voisins incommodés par le chant matinal de l'animal dans la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, en Charente-Maritime. Le tribunal correctionnel de Rochefort a rejeté leur plainte et jugé que Maurice pouvait continuer à chanter. Par ailleurs, les plaignants ont été condamnés à verser 1 000 € de dommages et intérêts aux propriétaires du coq.
Un manuel scolaire fait dans la diffamation et présente le maire de Béziers comme un usurpateur et un manipulateur. Ce livre de 4e présente un photomontage réalisé par la mairie de l'Hérault, mettant en scène des migrants arrivant dans la ville. L'exercice pour les élèves consiste entre autres à expliquer le titre « La nausée » qui est employé pour décrire cette image et expliquer pourquoi est-ce un tollé. Et ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent l'attitude des journalistes sur l'attentat à Villeurbanne, la condamnation des 3 identitaires après leur opération pacifique de blocage de migrants et la hausse notable des scores de l'AfD en Allemagne. Découvrez également une nouvelle vidéo du youtubeur Théo de la chaîne Fait passer l'info. Cette semaine, il nous parle de l'eugénisme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'eugénisme. Dans notre imaginaire collectif, eugénisme rime avec futur, science-fiction, dystopie, et certains films phares en ont renforcé la connotation, comme Bienvenue à Kataka, sorti en 98. Mais s'appuyant sur cette thématique, on retrouve également Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, Les rivières pourpres, roman de Jean-Christophe Granger, ou encore The Island, produit par Michael Bay, et Idiocratie dans un style plus comique. Alors qu'est-ce que l'eugénisme ? D'où vient-il et pourquoi semble-t-il être un objet de fantasme pour les hommes de notre époque ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Et tout de suite, la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. C'est une histoire à tiroir qui montre assez bien les limites des actions à courte vue, surtout quand les conséquences de la courte vue sont à grande échelle. Jusqu'ici, quand vous commettiez une erreur, par exemple en tant que cultivateur, eh bien votre récolte était affectée, mais le cultivateur voisin n'avait pas commis la même erreur que vous, ou il cultivait autre chose, il n'y avait pas de normes, pas de consignes européennes. Et donc, les conséquences d'une faute de jugement restaient limitées à 100 hectares. Désormais, avec les décisions et les politiques qui concernent une région entière, si quelqu'un s'est planté, comme on dit, comme dit mon ami Gustave, eh bien tout le monde se plante en même temps, et pour 20 ans. Je vous raccourcis le raisonnement, mais vous allez voir, c'est assez vertigineux. Première étape, vous observez que 5 éoliennes immenses sont toujours à l'arrêt depuis 2 ans au bord de l'autoroute. On vous explique au café que c'est normal parce que l'une d'elles a tué 2 vautours et qu'une association s'est plainte, etc. Alors vous faites du mauvais esprit et vous dites, les vautours, parlons-en, hein, 2 de moins, ça va pas faire une grosse différence parce que ils les ont réintroduits il y a une vingtaine d'années. À présent, il n'y a plus que ça. Ils arrivent au-dessus de Campagnol 2 ou 3 fois par an à plus de 50, si c'est pas 100. Ils tournent au même endroit, ils se rassemblent de partout et puis ils filent ensemble vers un point précis à l'horizon. C'est assez mystérieux. Alors, tu parles d'un mystère, a dit mon voisin ce jour-là, ils ont repéré une carcasse tout simplement. Alors vous, naïvement, vous dites quoi, un blaireau mort, un sanglier? Mais non, évidemment, un cheval, des agneaux, des brebis, des vaches. Mais normalement, objectez-vous, pour des raisons sanitaires notamment, tout doit aller chez les carisseurs, hein, c'est légal. Rien en ce moment, vous répond-on, n'est plus normal ni légal. Depuis qu'ils prennent des décisions pour tout le monde, ils ont tout détraqué. Avant, il y avait 3 vautours et 3 écarisseurs. Aujourd'hui, il y a 3000 vautours et plus d'écarisseurs. Alors je dis, il y en a forcément un. On me répond, oui, à Agen. Et ça coûte 300 € sans le voyage. Avant, ça coûtait 30 et il était à côté. Du coup, il y a prolifération de vautours qui finissent par heurter les pales des éoliennes, lesquelles sont à l'arrêt au bord des autoroutes à cause des associations d'écologistes, les mêmes qui applaudissaient à la réimplantation des vautours il y a 30 ans, les mêmes qui, dans les années 90, nous parlaient des bienfaits de l'éolien. Donc à l'échelle d'une région et d'une génération, on est dans le n'importe quoi permanent, et on ne parle même pas des loups, qui n'en sont pas vraiment, puisque d'après toutes les analyses ADN, ils sont mélangés à du Labrador et à du Doberman.
et qui viennent pour la plupart de souches importées par avion de Mongolie pour un parc animalier de la région en 2000, et que donc ils ne se comportent plus comme les loups génétiques, ils n'ont plus pas peur de l'homme, ils mutilent 20 brebis pour en tuer qu'une, et quand on les repère par caméra thermique, le préfet confisque les bandes de crainte de voir atterrir les images sur Internet. C'est un type très au courant de tout ça qui me dit c'est ça au bar l'autre jour. Il a 450 bêtes pour sa part et il a conclu, mais à présent il y a des attaques de loups à 20 km de Nîmes et même les chiens de ferme risquent de se faire égorger. Donc crois-moi, on va commencer à en parler dans Paris Match puisque ces gens-là, ils parlaient des citadins, des Parisiens, etc., ne publient des articles que quand ça les concerne et quand ça les touche, de près leur jardin à eux par exemple. Et ben là ça vient. Ce qu'il n'a pas dit, c'est ce qu'a ajouté Gustave ensuite, c'est que d'autres prédateurs venus des villes commencent à s'abattre sur la campagne, mais ça c'est un sujet pour un autre jour. Abonnez-vous, merci.